Jean-Pierre, tu m'as mis la pression très forte. Je suis impressionné par votre auditoire et très attentif. J'espère que je ne vais pas trop vous décevoir parce que, comme vous avez pu le comprendre, je ne suis ni géologue ni historien, donc j'ai simplement... Oui, mais c'est une question qu'il connaît très bien. Je suis retraité à la Grande Motte et les histoires de Vidourla et de Saint-Louis m'ont intéressé depuis le début. Je suis à la Grande Motte. Donc, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair. Alors, grâce à Dieu, comme on vient de l'évoquer, des personnes très compétentes, notamment Alain Lemaire, a fait un travail remarquable. Alors, je vais essayer de récupérer le point. Alors, je n'ai pas de texte tout prêt. Je vais improviser sur une série de diapositives. Donc, pour essayer de comprendre, Jean-Pierre a évoqué les difficultés qui se posaient sur Aigues-Mortes. Saint-Louis n'avait pas trop le choix comme ouverture sur la Méditerranée, comme vous allez voir. Donc, mes sources, c'est Alain Lemaire, qui est géologue du BRGM, qui a fait 2 cartes de géologie, mais il ne s'est pas contenté de faire la carte, il a fait 2 cartes importantes, il a fait 2 baies, il a fait la baie d'Aigues-Mortes, donc en eau méditerranéenne sans marée, et il a fait le Mont Saint-Michel également, mais avec une marée beaucoup plus forte, c'est une des plus fortes marées en France, et les 2 sites évidemment sont emblématiques, puisque sous Saint-Louis, on a eu la flèche du Mont Saint-Michel, et on a eu Aigues-Mortes qui a été construite. Et c'est très bien qu'Aigues-Mortes vient d'accéder disons, au grand site de France, au même titre bien sûr que le Mont Saint-Michel qui est depuis plus longtemps. Donc vous voyez, Lemaire a sorti non seulement sa carte, qui est là, je vous la présenterai, il a sorti un petit bouquin d'une 80 pages où il détaille tout ce qu'il a observé sur le terrain avant de faire sa carte. Donc, dans son sillage, Tony Ray, qui est géomorphologue à l'université Paul Valéry, reprend une partie des études faites par Alain Lemaire pour les actualiser. Je vous montrerai ces cartes. J'ai eu également un contact avec M. Frédéric Simien, qui est aigues-mortais d'origine. Il travaille au BRGM à Orléans. Il est responsable de la bibliothèque et des cartes. J'ai eu des entretiens avec lui, il a été utile pour me donner pas mal d'informations. Patrick Florencion, qui est historien, qui a travaillé beaucoup sur les manuscrits, le cartulaire d'Aigues-Mortes, pour voir ce qu'a acheté comme terrain le roi Louis IX. Yvan Caballero, qui est du BRGM de Montpellier. Et puis, curieusement, il y a eu un médiéviste américain de l'université de Princeton, en New Jersey, William Chester Morgan, avec lequel j'ai correspondu et qui a fait tout un travail, parce qu'on pense qu'Aigues-Mortes a été fait pour les croisades, il a été fait également aussi pour le commerce. Louis IX voulait divertir le commerce, disons qu'il se passait sur Latte, de le transférer sur Aigues-Mortes, ce qui a provoqué pas mal de difficultés et de conflits. Alors, les communications du Rhône avec la mer, déjà en général, pour la Méditerranée, Jean-Pierre, tu l'as évoqué, que ce soit Barcelone, on aurait pu évoquer aussi le Nil, évidemment, Alexandrie. C'est toujours très difficile parce que depuis l'Holocène, donc notre ami Lemaire, décédé, malheureusement, s'est intéressé à l'Holocène. L'Holocène, c'est au moment où on a un réchauffement de la planète et qu'on a la fonte des glaces. C'est-à-dire, qui dit fonte des glaces, dit énormément de sédiments qui vont être charriés, parce que ça descend des montagnes. Disons, il y a moins 20 000 ans, on était à 120 mètres plus bas du niveau marin. Il y a un échauffement, et c'était la Durance qui se jetait directement en Méditerranée. Le Rhône n'était pas encore puissant, n'avait pas la puissance qu'il allait atteindre à l'Holocène. L'Holocène, c'est moins 10 000 ans. C'est-à-dire qu'on a fait déjà la moitié du réchauffement climatique, et donc le Rhône est un fleuve extrêmement puissant. Quand il arrive sur la Camargue, il a capté la Durance, et il va se répandre, il va répandre des sédiments de façon totalement désordonnée, parce qu'il est dans une zone très plate. Alors, au gré des crues, il va se passer d'un endroit à l'autre. Alors, au départ, il y avait le Rhône de Daladel,
à l'origine, si vous voulez, le Rhône a toujours été plus fort au départ, disons qu'il y a, dans l'Antiquité, vers 3000 ans, c'était le Rhône de Daladel qui était dominant. Ensuite, donc, c'est ce qu'on a appelé l'ostium hispanense, la bouche espagnole du Rhône. Plus tard, il y a le Rhône de Saint-Ferréol qui s'est constitué, je vous le montrerai tout à l'heure, l'ostium metapinum, et ensuite on a eu l'ostium, plus tard, Massaliaticum, donc ce qui mentionne que lorsque les premiers Grecs sont venus, ils l'ont utilisé. Donc la bouche espagnole, la bouche centrale et la bouche massaliote. Sur la partie verte, c'est le trait de côte actuel. Donc on voit qu'on a eu des érosions et des accrétions, c'est-à-dire des augmentations, des transferts de sédiments. Toute cette zone a été comblée par des sédiments du Rhône de Daladel. Alors, Alain Lemaire a fait donc l'hydrogéologie des deltas du Quaternaire, de la baie d'Aigues-Mortes et du Mont-Saint-Michel. Il est décédé en 2011 et nous avons eu la chance de l'avoir comme conférencier à notre première grande conférence des rendez-vous de Saint-Louis. Voilà sa carte géologique, une partie de sa carte géologique. Alors quand on la regarde, elle est absconse, c'est difficile de rentrer dans le détail, mais enfin, tout y est. Il a prospecté le terrain à pied, il a regardé, il a accumulé des cartes aériennes, il avait les premières images satellitales, il a fait des carottages, il a fait des datations carbone 14, pour mettre en ordre tout ce fouillis de sédiments qui arrivent et qui arrivent par les fleuves. La seule chose que je vous montrerai ici qu'il faut retenir, c'est que, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, ça c'est le cordon initial. C'est le cordon où on a encore, il a mis des petits cailloux comme ça parce que c'est ce qu'on appelle la pataquière. C'est-à-dire là, ici sur le canal, c'est les cabanes du Roc. Si vous faites des promenades sur le long du canal du Rhône à 7, ça s'appelle les cabanes du Roc parce qu'il y a des cailloux. Et la pataquière, c'est des petits galets qui ressemblent à des pataques qui étaient une monnaie du comtat vénessin, je crois. Donc, alors il y a le chemin de la pataquière, et ça montre que le cordon initial du temps de la Durance jetée en Méditerranée, c'est ce cordon qui est là. Alors, on voit la chose suivante, c'est que l'accumulation de sédiments du Rhône de Daladel s'est fait, disons, à partir d'Aigues-Mortes et vers l'est. Tout ce qui est Grande Motte ici, nous sommes ici sur la Grande Motte, on a bien sûr le cordon sableux, il est représenté là, mais il est beaucoup plus mince. D'accord? Alors, voilà le schéma qu'a reconstitué Alain Lemaire il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, la Grande Motte était quasiment, l'emplacement de la Grande Motte était en mer, l'Aigues-Mortes était par là, et donc on a le Rhône de Péquet, qui est en quelque sorte un succédané du Rhône de Daladel. Vous voyez que avec les années, le Rhône il se déplace, il va se balader à droite à gauche. Là, il a formé le Rhône de Péquet qui a été très puissant. Alors, les sédiments au contact de la mer vont être reflués et ils forment des flèches de sable de cette façon-là. Alors, les navigateurs peuvent éventuellement s'aventurer à leurs risques et périls, parce que même si le fleuve est puissant, ils perdent de la profondeur à ce moment-là. Il arrive au contact de la côte. Et surtout, ce qui est très dangereux pour la navigation, vous avez du sable, des hauts fonds de sable qui ne sont pas apparents. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de naufrages à l'Espiguette, parce que comme ils ne sont pas apparents, les bateaux, encore aujourd'hui, vous avez des plaisanciers de Port-Carmat qui se font avoir et qui plantent leur voilier sur des hauts fonds sableux. Alors, ayant fait son travail de géologue, Alain Lemaire a fait une étude très approfondie aussi de l'histoire. Il a fouillé les textes, il a travaillé pas mal sur un médiéviste qui s'appelle Bordenov, et voilà, il a reconstitué le schéma approximatif par rapport à ce qu'on vient de voir avec Jean-Pierre. Voilà comment lui voit les choses. Là, nous avons le trait de côte actuel, et vous voyez que le trait de côte actuel, à l'époque, il commençait déjà à se combler de sédiments de haut fond, cette partie-là.
la flèche du Boucanet qui existait. Étant donné que nous avons un double phénomène ici, c'est-à-dire qu'on a une faille géologique et des résurgences d'eau, de nappe phréatique profonde, d'eau douce, s'il y a du sable là, il va être évacué. Il va être reflué régulièrement par les marées, mais il va être évacué régulièrement. Donc, on peut imaginer qu'il y avait un passage là. Et il l'a présenté de cette façon-là. Alors, un passage, pas forcément pour une nef, vous voyez, pas forcément pour une nef, parce que ça, c'est Patrick Florençon a bien noté dans les cartulaires que les notonniers, ils avaient la consigne de faire un grand virage venant du sud, venant du sud-est, de faire un grand virage vers l'ouest pour éviter toute cette zone, parce qu'ils auraient pu planter une nef par là. Et de mémoire, il n'y a eu il y a eu 30 nefs qui sont parties, il n'y en a eu aucune qui s'est fait piéger. Ça veut dire que probablement que les nefs attendaient ici. Alors, elles n'étaient pas toutes du même gabarit. Il y avait des petites, des grandes, les plus grandes étaient 30 mètres, 4 mètres de fond. Bon, les plus grandes, à mon avis, étaient là, mais les plus petites sont passées. Et surtout, les barques de Cantier pouvaient faire des allers-retours. Le camp, à peu près, je pense que c'était entre 15 et 20 000 hommes, 10 000 chevaux, a été réparti ici, et ils ont fait des allers-retours avec des barques de Cantier pour charger les nefs. Alors, historiquement, on va voir tout à l'heure que la navigation, au départ, se prolongeait par le Gros de la Chèvre jusqu'à Saint-Gilles. Saint-Gilles étant le port. Et il y a 2 croisades qui sont parties de Saint-Gilles. On les verra tout à l'heure, on donnera les dates. Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est le territoire capétien dans le monde qui n'avait absolument cette seule ouverture sur la mer. Il aurait pu aller jusqu'à Narbonne, voilà, le territoire en 1270. Donc Saint-Louis a 56 ans, il a régné déjà 44 ans, et donc c'était son second et dernier départ, 1248 le premier. Donc le royaume était déjà relativement bien constitué, parce qu'en 1248, il y avait beaucoup de domaines qui n'étaient pas sous l'allégeance des rois de France. Donc il avait ici le domaine des rois d'Aragon, et ici c'était le Saint-Empire germanique, donc il n'avait que ce territoire très étroit à sa disposition. Alors je reviens donc sur la carte pour vous montrer comment a évolué Alors ça c'est grâce à Patrick Florençon. Vous avez donc le Gros de la Chèvre ici. Donc les premières croisades de Bertrand, fils de Raymond IV de Toulouse, est parti en 1109. Il est parti de Saint-Gilles. Il y a eu un événement tout à fait intéressant, c'est en 1175. En 1175, il y a eu une bataille navale au large de Palavas et du Grand Travers, entre des Génois et des Pisans. Et il y a un ou plusieurs bateaux qui ont été coulés au large. Et il y a au moins une ou plusieurs galères furtives qui étaient prêtes à être anéanties, qui a réussi à repasser par le Gros de la Chèvre, passer à Saint-Gilles, et elle est sortie par le Grand Rhône. Elle s'est sauvée comme ça. Donc elle a été inscrite dans la mémoire. Et sur les pas de Saint-Louis, notre association, il y a une partie de personnel qui s'intéresse à cet épisode. Ils vont aller à Gênes le mois prochain, consulter les archives, parce que le DRASM est intéressé. Ils ont plus ou moins identifié la localisation de ces bateaux. Là, on n'est pas au 13e, on est au 15e siècle. On est au 12e. Voilà, donc l'épisode des Génois et des Pisans. Les Templiers ont développé l'élevage des chevaux ici pour les expédier en Terre Sainte. Et puis, on a en 1191, la flotte de Richard qui remonte Saint-Gilles, et il est parti, Richard Cœur de Lion, a mouillé à Saint-Gilles, il est reparti il a fait escale pour repartir en Terre Sainte. Et il est revenu par voie de terre, et il a été emprisonné d'ailleurs en Autriche après.
Alors, ensuite, donc, ça c'est pour le mont de la Chèvre. Le canal Vienne, si vous voulez, là on a un cordon dunaire qui a été, c'est les fameux cordons déposés par le fleuve, par l'ancien Rhône d'Aladel. Et pour, comment dire, la construction d'Aigues-Mortes étant à l'intérieur des terres, enfin, en tout cas dans des zones marécageuses, il était complètement. Le gros de la Chèvre n'était pas très sûr. Bien sûr qu'aucune nef ne pouvait s'y aventurer, mais pour faire partir une force de projection militaire, il fallait faire très vite pour charger. Donc, il a été décidé de creuser ce canal. Et Lomer et Formel, ce canal, certains ont dit, mais c'est un ancien tracé du Rhône qui a ouvert ce chenal. Lomer, pour des raisons de sédimentologie, dit que c'est absolument pas possible et que ce canal Vienne a été creusé. Alors actuellement, on a une équipe de chercheurs, donc Tony Ray, qui est en train de vérifier que c'est bien le cas, par des méthodes de sédimentologie. Dernier épisode, qu'est-ce qu'il y avait donc 1248, donc les croisades Bonaparte, comme je l'ai signalé ici, donc les nefs ancrées et les navettes avec les barques de Cantier. Ensuite, le gros de la croisette. Le gros de la croisette, la flèche a fini par s'allonger et a fini par se rejoindre. Là. Tout ça, c'est maintenant comblé. Donc, en 1558, il y a eu donc le creusement du gros de la croisette, mais en 1538, quelques temps avant, donc on était au XVIe, il y a eu la fameuse rencontre de Charles Quint et de François Ier. Donc, le gros avait été aménagé. Tout ça était déjà colmaté en 1538, et apparemment, le bateau de Charles Quint se serait engagé, il aurait approfondi jusqu'au môle de la Pérade qui avait été formé par la suite. Donc voilà en gros comment a évolué la navigation sur la baie d'Aigues-Mortes. Alors, sur la base donc, de la carte géologique de Lomer, et avec des épisodes historiques qu'on essaye de reconstituer. Alors, l'autre aspect qui est intéressant de voir pour la Grande Motte, c'est la logistique d'un grand port lagunaire du royaume. Pas seulement d'ailleurs pour des fins militaires, de projection de forces de croisade, mais également pour le commerce. Alors, Jean-Pierre Dufour a évoqué la possibilité pour le roi d'acheter des terrains. Donc, il s'est donc connecté à l'abbaye de Psalmodie, qui était une dépendante de la fameuse abbaye de Saint-Victor de Marseille, et il a acheté ces terrains qui sont en rouge ici. Il a acheté tous ces terrains-là. C'est-à-dire qu'il s'est ménagé une possibilité. Quand il a acheté les terrains, il ne savait pas encore comment il allait faire. Donc il s'est aménagé une possibilité d'alimenter par des barques de Cantier, mais également une possibilité de maîtrise, parce que ici on était sur le Saint-Empire germanique, et que dès l'instant qu'il rentrait sur le Rhône ici, il n'était pas dans son royaume. Et à l'époque, l'empereur du temps de Saint-Louis était en conflit avec le pape, donc ça faisait mauvaise image que le roi parte depuis le Saint-Empire. Donc finalement, il a préféré cette solution-là, sachant aussi que là, ça se colmatait. Alors, tous ces terrains ont été achetés, et donc il a décidé de créer Aigues-Mortes à ce niveau-là, en commençant par la construction de la tour Constance. En même temps, pour avoir ces terrains, c'était pas, comment dire, il était en conflit parce qu'il y avait eu la fameuse rébellion active de la croisade des Albigeois de 1241-1242, et les comtes de Berlande de Sauve et le seigneur de Gosselin de Lunel étaient en conflit ouvert avec le roi. Mais il a réussi à négocier parce qu'il lui fallait du bois, beaucoup de bois, il y avait des constructions de barcasses, mais si vous voulez, au départ, il y avait des remparts. Les remparts étaient en bois, ils ont commencé à construire que la tour Constance. Et puis, il voulait également divertir tout le commerce de la Régordane,
qui devait passer par Aigues-Mortes plutôt que d'aller se passer par Latte. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par Chester Morgan sur des documents. Il a dû séjourner longtemps à Paris, je pense, pour consulter pas mal de dossiers aux archives nationales. Donc voilà la tour Constance dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une tour fortifiée. Donc le port d'Aigues-Mortes sera un port de barque de Cantier. Une première enceinte palissadée, bien sûr, et surtout la tour est infernale, parce qu'à partir du moment où le roi va s'implanter là, tout bateau qui va passer au large va être obligé de payer un octroi, même s'il ne s'arrête pas. S'il ne paye pas, il est poursuivi par une galère furtive. Donc c'est très important pour faire fonctionner le port. Et ensuite, il faut des voies fluviales, parce qu'il va falloir amener à peu près 17 à 20 000 tonnes de pierre de taille pour construire les remparts. Donc il faut un canal. Donc la pierre de taille viendra des carrières de Castillon-du-Gard. C'est les mêmes carrières qui avaient été utilisées par les Romains pour faire le pont du Gard. Il faut un accès sur l'étang de l'Or, c'est-à-dire qu'il y a l'ancienne fossa Gothica, on va voir tout ça sur carte, pour le transit des marchandises. Il faut quand même alimenter toute cette troupe, et également le fameux canalier dont on a parlé, et en finale aussi, il faut une route, et on est sur les marécages, et donc il y a une route de 1 km, un pont de 1 km qui va être construit pour que Aigues-Mortes soit connecté par route. Donc ce qui nous donne, si vous voulez, ce schéma. Vous avez donc le canal Viel qui est construit, qui est aménagé, de façon à avoir le port des Tartanes, des barques de Cantier, si vous voulez, dans l'étang de la Marette, le camp des Croisés qui va se répartir ici, cette rade qui est relativement bien protégée, et comme ils vont partir le 25 août 1248 pour la première croisade, ils profitent d'un beau temps, et apparemment le chargement s'est fait très vite, en l'espace de 2 semaines maximum, 2 semaines ou 3 semaines maximum. Et donc également l'accès par le canal de la Radelle sur le commerce avec Montpellier et la Rigordane. Ici la tour Carbonnière, 1 km de long de pont pour relier à la terre ferme. Et surtout ici aussi, l'ancienne Aubine Roseven qui deviendra Bourgidou, qui va connecter au Rhône. Donc on ne passera pas par le gros de la Chèvre. Ça c'est de la navigation fluviale indispensable pour la construction des remparts. Et d'ailleurs le roi, je pense Jean-Pierre, le dessin que tu as montré tout à l'heure, où on voit le roi monter dans sa barque, je me demande si c'est pas la conciergerie à Paris, parce que c'est peut-être le départ de Paris. Parce que j'ai l'impression que la pointe, c'est pour ça que j'ai dit la Sainte-Chapelle, je reviendrai sur en 3 mois de temps, il a terminé la Sainte-Chapelle, parce qu'il voulait partir comme pèlerin pénitent. Il a terminé la Sainte-Chapelle, et 3 mois après, il partait d'Aigues-Mortes. C'est-à-dire la construction d'Aigues-Mortes et la construction de la Sainte-Chapelle ont été très liées. Donc il est probable que ça soit son départ depuis Paris. Alors voilà, si vous voulez, un autre aspect de la tour Constance, de la tour Carbonnière, pardon, qui était un verrou de passage de la fameuse route et qui existe toujours. Elle a été réhabilitée, elle est magnifiquement réhabilitée. Donc Aigues-Mortes est ici. Donc un autre aspect de la barque de Cantier. La barque de Cantier, elle avait une voile, certaines peut-être 2 voiles, mais elle était relativement sommaire, et embarquée jusqu'à 10 chevaux, 8 ou 10 chevaux, et une quarantaine d'hommes. Et dans le fond, on voit une barque, on voit la nef qui, elle, avait 2 mains. Alors, on va arriver à la période actuelle. Donc la mission Racine, Marée des Tombes et Étang du Ponant.
Jean-Pierre vous a montré toutes les difficultés qu'on a à lire le terrain. Là, je vous ai mis une photo aérienne qui a été prise en 1953. C'est une photo IGN. Et il se trouve que la photo date de 1954. Mais il se trouve qu'en 1953, on a eu une grosse crue du Vidôme parce qu'un engin, accidentellement, avait ouvert une digue sur le Grand Chaumont. Et donc, il y a eu une crue subite et toute cette zone a été inondée subitement. Donc là, nous sommes évidemment avant le creusement de l'étang du Ponant. Ici, c'est le marais des Tombes. Voilà. Ça, c'est ce qui sera la future Grande Motte. Mais vous voyez que les sédiments qui ont été accumulés par cette crue, le Vidourle, à cette époque-là, il faisait un coude ici, il redescendait là, et il inondait régulièrement le Gros-du-Roi. Ça, ce sont des terrains à vignes, ça, c'est des vignes aussi, et ça aussi, ce sont des vignes sur Aigues-Mortes. Et là, on voit très bien qu'il s'était passé quelque chose. Vous voyez la fameuse faille dont on parlait? Eh bien, elle s'est réouverte en 1953, et Georges Denisot a fait d'ailleurs un article à l'Académie des sciences mentionnant ce phénomène. Ça s'est réouvert naturellement. D'où l'intérêt de remettre, de dire que c'est... Alors, je vais aller un peu plus vite maintenant, pour terminer. Ici, on a le canal Vienne, et c'est une carte de 68, je crois. La sortie au Gros des Abîmes, ici. La Grande Motte est en construction. Ça, c'est une carte de 68 également. Et donc, au niveau des associations, nous sommes assez vigilants. Par exemple, quand il y a eu la grande crue de septembre 2002, il y a eu quand même à peu près 60 millions de mètres cubes qui sont passés dans le Ponant, qui ont transité, montrant que Roger Vian, que vous avez vu tout à l'heure, c'est lui qui a eu l'idée de creuser le Ponant pour en faire un fusible contre les inondations du Vidôme. Et quelques mois après, sur cette photo, vous voyez que notre photo aérienne associative, on a trouvé des structures qui nous paraissaient bizarres. Ici, nous avons donc Aigues-Mortes, le canal Vienne, le camp des Croisés, l'emplacement de l'ancien Port-Louis, et on se demandait s'il n'y avait pas là des... Mais en fait, c'était des artefacts. En fait, on a quand même fait une prospection avec le DRAS. On pensait trouver quelque chose, un môle, etc. Et c'était des artefacts de sédiments. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, voilà, tout est comblé à nouveau. Donc on fait des photos aériennes assez régulières pour suivre l'évolution du site. Là, nous sommes sur le camp des Croisés. Ça, c'est le Grand Chaumont. Non, pardon, ça c'est le Grand Chaumont. Et là, nous avons des vignes. Il y a des possibilités de prospection intéressantes. Il y a aussi également une barque qui a été trouvée en 1848, qui fait 22 mètres de long, sur le bord du Ponant, du Vidôle. Ici, nous sommes donc sur le canal Vienne. La barque serait pas là. Donc, on a fait des recherches, mais on n'a pas toujours trouvé. Et voilà le schéma actuel qui est fait par Tony Ray, dont je vous ai parlé, donc qui montre que ça, c'est en gros la baie au 13e, et il fait des carottages, il en a fait maintenant une quinzaine, pour vérifier comment se constitue le canal Vienne, comment était la baie, et quelle était sa profondeur. Voilà. Bon, je pense que je ne veux pas dépasser mon temps de parole, et je conclue sur une des premières photos aériennes d'Aigues-Mortes, montrant qu'Aigues-Mortes, c'était pas la mer, c'était des fameux salins, les salins du Midi. Voilà, merci de votre attention. Je crois qu'on peut poser des questions pendant 10 minutes environ. Vous évoquiez tout à l'heure l'implantation d'Aigues-Mortes sur une zone un peu plus solide, oui, sur le plan géologique. Oui. C'était vraiment du solide ou est-ce qu'il y a... Écoutez, c'est une réponse qui pourra être donnée, je pense maintenant à bref délai.
dans la mesure où des archéologues travaillent depuis un an sur les abords immédiats des remparts, et on a déjà trouvé des massifs de pierres qu'on n'attendait pas, et je pense qu'on va le savoir. C'est quelque chose qui est sur un plan technique, nous ne le maîtrisons pas, mais nous allons être informés. Et on peut quand même dire que les ingénieurs de Saint-Louis à l'époque ont dû chercher sur ces cordons quel était ceux où on pouvait à Sainte-Chapelle. Saint-Louis n'est pas parti avant d'avoir terminé la Sainte-Chapelle. Il pensait qu'à partir du moment où la France avait fait cet effort énorme de rassembler les souvenirs du Christ, de la Passion et de construire la Sainte-Chapelle, il ne pouvait pas arriver quelque chose et qu'il partait obligatoirement gagnant en Terre Sainte. Alors, l'idée n'est pas de moi, mais je la trouve intéressante. George Bush a créé le bouclier antimissile. La Sainte-Chapelle, c'était le bouclier antimissile de Saint-Louis. Pourquoi appelle-t-on ce canal le canal Vieille? Il a été créé sous... Je n'ai pas compris s'il a été créé sous Saint-Louis ou s'il était déjà créé. Je laisse penser qu'il a été créé sous Saint-Louis. Oui, c'était l'idée de Parce qu'avant, vous voyez, avant, si vous voulez, il y avait la possibilité d'utiliser Saint-Gilles. Bon, et en plus, c'était des embarcations quand même un peu plus petites, parce que Saint-Louis a quand même projeté une force militaire considérable. C'était tout à fait unique pour l'époque. Et ce qui était tout à fait unique, c'était les nefs. C'était des nefs de plus de 30 mètres, construites par les Génois. Il les a achetées à Gênes, affrétées. Ils sont venus. Déjà avec les tonneaux, etc., tout équipé. Et donc, il était hors de question de s'aventurer, vu le prix qu'il avait payé. Il a payé, ça a été colossal, l'argent qui a été dépensé. Tous ces chevaliers qui l'ont accompagné, d'ailleurs. Donc, le canal Vieille a été creusé spécifiquement pour activer le passage des barques de Cantier et alimenter le chargement et le déchargement des nefs. Parce qu'il faut considérer aussi qu'en dehors de la croisade, il avait quand même, il voulait absolument en faire un port de commerce. C'est ça qui était important aussi. Il est parti en Terre Sainte avec des charrues, il n'est pas avec du matériel. Il pensait qu'il allait s'installer en Terre Sainte et qu'un trafic commercial allait se développer. Aigues-Mortes a été pensé comme ça. En dehors du fait qu'il est parti en croisade en tant que pèlerin pénitent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi j'ai une question, je me suis toujours posé la question, sachant que Joinville était parti de Marseille, et d'autres chevaliers sont partis de Marseille, il y avait une grosse flotte à Marseille, pourquoi Saint-Louis il a voulu venir s'embarquer là? Pourquoi il n'est pas parti? Parce qu'il y a beaucoup, au moment de cette 7e croisade, il y a une grosse partie de la flotte, comme vous dites, qui est partie de Marseille. Pourquoi il est venu? C'était très important, parce qu'à Jean-Pierre, il est parti, d'abord, je pourrais, si vous voulez le comprendre rapidement, j'ai quelques images supplémentaires. Non, je ne l'ai pas là. Si vous voulez, il est parti en 1244. En 1244, il est très malade. Il va mourir pratiquement. Il en échappe. Bon, il décide de partir en croisade. Tout de suite, il achète les reliques. Il va acheter les reliques à un prix considérable. C'est-à-dire, c'est la fameuse couronne du Christ que vous avez en dessous, là, qui est toujours exposée à Notre-Dame de Paris. Donc, il achète les reliques. Et pour les conserver, il construit la fameuse Sainte-Chapelle, cette construction absolument invraisemblable et extraordinaire de vitrail. Et tout de suite après, consécration de la Sainte-Chapelle en avril, et il embarque. Il était hors de question qu'il parte de Marseille. Parce que Marseille était sous la coupe de l'empereur, qui était en conflit avec le pape. Mais il était marié à Marguerite de Provence, donc. Il était marié à Marguerite de Provence. Mais il voulait partir, c'est pour ça qu'il a fait Aigues-Mortes. Sinon, il n'aurait même pas fait Aigues-Mortes, il serait parti directement de Marseille. Il n'avait aucune nécessité de faire ça. De son port. Comment? Il fallait de son port, de son territoire, à lui. Il était de façon à ce qu'il ne puisse pas être contesté d'aucune façon. Parce qu'il s'était passé des drames en Terre Sainte, il y avait eu des massacres, etc. Donc il partait avec l'idée de conquérir. Et d'avoir, disons, tout pour lui au niveau
Parce que, aussi, la difficulté, il était en difficulté avec ses chevaliers. Le fait de partir, il a obligé les chevaliers de partir avec lui. Si bien que pendant toute la durée de son séjour, 4 ans en Terre Sainte, Blanche de Castille a pu arranger son royaume, etc. Il y a beaucoup moins de conflits, parce qu'il y avait des conflits de territorialité et de succession. Et il faut penser que ça ne lui a rien coûté. Il a fait payer les seigneurs qui s'étaient compromis avec les Albigeois. Donc c'était gagnant-gagnant pour la cour. Et justement, j'avais assisté à une conférence de Tony Ray sur les carottages qu'il faisait, l'année dernière, je crois que c'était, oui, non ? Et il disait que justement sur les remparts sud d'Aigues-Mortes, parce que je crois que le port de la Marette, c'était là où était l'ancienne cave coopérative. Non, c'était les temps de la baie, exactement. Et ils ont trouvé des... La Marette à l'ouest, la baie au sud. Alors, ils viennent de creuser ici, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 mois. Ils ont creusé ici, ils voulaient savoir, parce qu'on a dit aussi que les constructions, on est en zone marécageuse. Donc, on a mis des pieux de bois, de châtaigniers, de chênes, etc., qui se fossilisent, et là-dessus, on fait probablement la tour carbonière, on ne le sait pas de façon certaine. Ils ont trouvé des pieux. Hein. Alors, ils ont creusé avec une autorisation très spéciale, parce qu'il faut descendre à 2 mètres et il faut pomper l'eau tout de suite, parce que la nappe phréatique va arriver. Donc, on risque de créer une faiblesse et éventuellement des fissures dans la muraille. Il faut faire suivre. Mais ils sont descendus assez profond et ils se sont aperçus que sous le rempart, il y avait des grandes dalles plates. Et ils ont trouvé également des gros galets très profonds provenant de Dordogne, de Durance. Donc là, on voit qu'ils ont trouvé des choses intéressantes. Alors, on lui demandera de venir parce que je ne voulais pas en parler, c'est leur domaine. Il fait le travail avec Nicolas Fauchère, qui est professeur à l'université d'Aix-en-Provence. On les laisse chercher, peut-être qu'ils vont trouver quelque chose d'intéressant. Alors, si vous voulez, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur Aigues-Mortes pour savoir, parce qu'elle est parfaitement conservée, elle est magnifique. Et ça vaut la peine de comprendre ce qui s'est passé. Je pense aussi dans le contexte actuel de conflits des religions, etc. Parce qu'on était dans une époque où ça a été même s'il y a eu des conflits, il a été fait prisonnier, il a payé une rançon énorme. Marguerite de Provence a payé la rançon énorme pour libérer le roi. Il est resté là-bas parce qu'il espérait que les chevaliers allaient être libérés. Ils n'ont jamais été libérés. Ils ont récupéré la pension et ils ne les ont pas libérés. Donc, plein de choses sont encore à découvrir sur cette histoire d'Aigues-Mortes. S'il n'y a plus de questions... Je pose une question sur l'organisation de ce système, dans la mesure où on embarque des hommes et des chevaux, un cheval s'aboie, ça mange. Il doit y avoir un paquet de bateaux quand même, ils ne partaient pas comme ça. Combien de temps durait la traversée à peu près? Alors, ils sont partis donc à 25 août. C'est important parce que après, ils auraient pu avoir des coups de vent un peu plus forts, etc. Et ils ont mis un peu plus d'1 mois. Alors en plus, ils se sont perdus. À l'époque, ils n'avaient pas de boussole. Il n'y avait pas de port de portulan. Ils avaient un vague parchemin, c'est par-ci, c'est par-là. Ils se dirigeaient aux étoiles, ils ont tourné en rond. Et puis, quand ça n'allait pas, ils faisaient une procession sur le bateau, puis tout rentrait dans le rond. C'est comme ça que ça se passait. Bref, ils sont arrivés et il a été obligé d'arrêter à Chypre, de faire escale à Chypre, dans l'idée de repartir quelques semaines plus tard. Mais en fait, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il est reparti qu'au mois d'août, au mois d'avril suivant. Il fallait attendre que les vents soient favorables. Et surtout, les Génois, ils ont récupéré leur bateau. Et puis pour les faire revenir et les transporter pour le débarquement, ça a été tout un problème. Si bien qu'ils ont débarqué un petit peu, la flotte s'est complètement regroupée à Chypre.
Mais ensuite, dans la précipitation, ils ont débarqué un peu rapidement, et puis il y a un des frères de roi qui n'a pas obéi aux ordres, il a voulu partir tout seul, et c'est comme ça qu'ils ont été battus. Au départ, ils ont impressionné la partie adverse, ils ont eu des bateaux, des chevaux, etc. Ils ont tous partis, ils ont débarqué tranquille. Il n'y a pas eu de combat. Mais après, ça s'est durci, et le roi a été fait prisonnier. Mais étant prisonnier, il avait quasiment converti le sultan avec lequel il discutait. Il discutait parce que lui, il était parti, pas seulement pour conquérir, il était parti pour propager sa foi. Bon, pour la question de son père, grand-mère, la boussole et le gouvernail ont été inventés par les Chinois qui ont transmis leurs connaissances aux Arabes au XIIIe siècle. Je suis intéressé de savoir à quel moment la marine française a été équipée d'appareils équivalents à ceux qui étaient déjà sur les bateaux arabes. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, parce que je retourne. Je voulais aussi remercier les conférenciers. Et je vous rappelle la prochaine conférence qui aura lieu le 10 mars. Et ce sera Robert Dumas, anciennement professeur de pédiatrie, qui nous parlera du monastère collège Saint-Benoît, Saint-Germain, jusqu'à la faculté de médecine de Montpellier. Donc ce sera le 10 mars. Hein. Toujours à la même heure, hein, voilà. Et encore merci. Donc moi, les conférenciers ne l'ont pas dit, mais moi je suis très intéressée par Saint-Louis à Aigues-Mortes parce que je trouve, quand j'étais petite, je suis d'ici moi, quand j'étais petite, on nous a toujours dit que Aigues-Mortes c'était un port, et que Saint-Louis s'est embarqué à partir de ce port. Et je trouve, donc c'est très bien ces recherches qui sont menées par l'association sur les pas de Saint-Louis, dont je fais partie, ainsi que les conférenciers. Et si vous voulez faire partie de cette association, il y a des conférences et des journées qui ont lieu en octobre en général chaque année, et vous en saurez un peu plus sur Saint-Louis, voilà. Ils n'osent pas le dire, mais moi je le dis, c'est une obligation. Je pense que c'est très intéressant, c'est notre région, on va souvent au Bord du Roi, la Grande Motte, à Aigues-Mortes, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé par là. Voilà, merci encore.